obtenir tout cela, il faut pouvoir mobiliser des moyens. Et j'ai déjà un peu amorcé là, l'énumération de ces moyens lorsque j'évoquais la RAP. C'est bien la question de rendre la personne actrice de son parcours de vie. C'est quoi être acteur de son parcours de vie? Ben, ça se résume en quelques mots. J'ai envie, j'explore, je cherche des chemins et j'agis. Est-ce que ça ressemble à ce que la plupart des personnes sont en capacité de faire aujourd'hui? Est-ce qu'on les autorise à faire tout cela? Peut-être pas partout, peut-être pas toujours, mais c'est certainement vers ça que nous devons aller. Ça passe par reconnaître l'unicité de la personne. Chaque personne est unique. Vous êtes unique, nous sommes uniques. Mais ça ne se limite pas à nous. Ça ne se limite pas par une barrière du bon côté ou du mauvais côté. Chaque personne est unique et elle a droit à cette unicité. Elle a droit d'être différente. Il faut que les moyens qui seront mis en œuvre, ils le soient pour tous, mais aussi pour chacun. Nous allons progressivement abandonner cet engagement de l'accompagnement collectif. Alors, je sais que ça peut faire peur aux éducateurs, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, mais vous le faites déjà, et il y a déjà des mots utiles que vous utilisez pour cela, c'est bien des moyens pour chacun. Puisque chacun est unique, il n'a pas nécessairement besoin des mêmes choses que son voisin, que vous, que moi. Et ça passe par une garantie, celle de la participation de la personne dans l'élaboration de son projet d'accompagnement personnalisé. Alors je sais que ça se fait, mais il nous faudra certainement l'amplifier progressivement. Tout ne se fera pas comme ça, bien sûr. Mais là où vous avez pu déjà avancer, parce que peut-être que dans certains lieux, c'est plus facile d'y parvenir que dans d'autres, nous irons vers une généralisation de cela et une amplification de cela. Il nous faudra également adapter les supports de communication, parce que la communication, elle est essentielle entre nous. Alors là ce n'est pas le bon exemple, parce que vous avez une parole qui vous tombe dessus et vous n'avez pas beaucoup de moyens de faire un retour. Donc en termes de communication, c'est pas le top. On est bien d'accord, et Mme Fouchard l'avait souligné tout à l'heure. Mais voilà, la communication, elle est essentielle. Et elle est essentielle à condition d'avoir des réseaux, voilà. Pas réseau que je devrais dire, parce que je me fourvoie complètement en parlant de réseau, des canaux de communication qui soient adaptés. Et évidemment, là aussi, nous avons du chemin à faire. Vous en développez ici et là, dans adapter pour les personnes. Il y en a qui sont plus spécifiques, plus techniques, comme la langue des signes, par exemple. Mais il y en a un que nous devons généraliser, c'est la rédaction facile à lire et à comprendre. Je l'évoquais tout à l'heure, à mi-mot pour les bulletins et les professions de foi des candidats aux élections politiques. Mais dans notre communication quotidienne, il va falloir le généraliser. Alors ça existe déjà, à l'occasion de visites des différents services, je pu voir des panneaux d'affichage avec des beaux documents remplis ici et là par des tableaux, des documents photographiques, des dessins qui permettent de mieux comprendre et de mieux expliquer les choses. Ici, ce sont des comptes rendus qui sont rédigés en facile à lire et à comprendre. Et ce soir, nous sommes vraiment très fiers de vous présenter le projet associatif rédigé en facile à lire et à comprendre. Donc il sera à disposition dans tous vos services et au siège. Alors ça, là aussi, c'est un bel exemple, parce que au-delà de ce support de communication qui va permettre, je l'espère, à un plus grand nombre de pouvoir s'emparer du projet associatif, parce que finalement il les concerne, c'est aussi un bel exemple de travail collectif. Puisque derrière cette rédaction, eh bien, ce sont les animatrices de soutien dans les ESAT qui se sont mobilisées pour apporter des conseils, pour apporter des commentaires, mais elles ont aussi mobilisé des comités de lecture qui ont, eux aussi, donné leur avis. Ces comités de lecture ont donc lu un premier avant-projet du projet associatif rédigé en facile à lire et à comprendre, l'ont commenté, ont fait part de leur interrogation, et tout ça donc a permis une redéfinition, enfin une réécriture de ce projet.
Mais je crois, et dans les retours que j'ai pu en avoir, je crois aussi que pour les personnes qui ont œuvré dans ces comités de lecture, ça a parfois posé un certain nombre de questions. Mais tiens, on n'avait jamais parlé de ces choses-là. Et ça leur a donné envie, évidemment, non seulement de s'exprimer, mais d'aller au-delà de cela. Donc on voit bien qu'à partir d'un simple outil, on questionne la personne et la personne se questionne elle-même. Et on crée, là encore, non seulement de l'interrogation, mais on développe des compétences, parce qu'on reconnaît quelque chose, on reconnaît une capacité à s'interroger, et on l'encourage parce qu'on prend en compte les commentaires, on prend en compte les questions, voire les réponses proposées par les personnes. Et je crois que c'est tout à fait une excellente illustration de ce que Mme Fouchard rappelait de ses vœux tout à l'heure, à savoir une place plus grande pour les personnes accompagnées dans leur propre vie, là où elles sont aujourd'hui et partout où elles sont. Dans le droit fil de ce que nous exprimons là, il y a deux chapitres qui nous tiennent là encore particulièrement à cœur. C'est celui de l'autoreprésentation et je dirais de l'autodétermination. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, ici même lors du colloque associatif, nous avions reçu M. Lassen El Radjaoui, qui est le président de l'association Nous aussi. Pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ne s'en souviennent plus, l'association Nous aussi est une association de personnes accompagnées. C'est une association qui opère au niveau national et qui regroupe une quarantaine de délégations dans toute la France, mais qui est vraiment une association qui porte la parole des personnes accompagnées. Ce sont toutes des personnes déficientes intellectuelles, mais là on est ici dans une démarche citoyenne, parce que cette association Nous aussi est là pour porter la parole des personnes accompagnées vers les décideurs, qu'ils soient au niveau associatif, qu'ils soient des élus locaux, qu'ils soient des élus au niveau national. Et le président, Nous aussi, multiplie ses efforts, ses démarches, et est allé à la rencontre des politiques au niveau national. Mais ce sont aussi des délégations qui œuvrent sur leur territoire, pour qui aller interroger le maire de sa commune pour réclamer un abribus, pour aller parler de la difficulté d'obtenir des logements dans l'habitat social, et un taux et beaucoup d'autres exemples. Et depuis un peu plus d'1 an, nous avons créé un groupe de travail sur ce thème-là. Alors vous le savez, un petit peu d'informations vous est parvenue, mais ce groupe de travail qui était constitué, il y a 1 an, un peu maintenant, à travailler, à réfléchir. Alors c'est pas simple que de parler de l'autoreprésentation, parce que nous nous sommes positionnés pour essayer d'enclencher une dynamique liée à l'autoreprésentation, alors que le principe même de l'autoreprésentation, c'est de se passer de nous. Donc nous étions dans une démarche un peu paradoxale, mais il a bien fallu l'accepter pour qu'on essaye d'enclencher quelque chose. Et au terme de notre réflexion, nous vous avions convié il y a quelques mois maintenant à nous rencontrer dans une des 5 réunions qui ont été organisées à Saint-Lô et à Coutances, pour qu'on puisse vous présenter ce projet et qu'on puisse également entendre vos avis, vos commentaires, vos attentes sur cette question-là. Je me tourne là vers M. Edouard qui doit aborder ce point-là, et peut-être que je n'irai pas plus loin maintenant et que je vous laisserai aller poursuivre. Il y a un autre point, alors mais en 2 mots quand même, l'autoreprésentation, c'est bien faire en sorte que les personnes accompagnées puissent s'exprimer, donc être entendues, et qu'on essaye de tenir compte de ce qu'elles nous disent, de ce qu'elles souhaitent pour elles. Parce que le principe, c'est bien ça, c'est ce qu'elles souhaitent pour elles. Elles ont leur mot à dire sur ce qu'elles estiment bon pour elles, ce qu'elles ne veulent pas. Elles peuvent dire à quel moment elles ont besoin d'être aidées, ou pas aidées, ça leur appartient, mais c'était quand même un exercice très compliqué, puisqu'il s'agit de porter la parole d'autrui. Mais on sait que ça fonctionne, puisque dans les CVS aujourd'hui, après des périodes un peu de balbutiement, de réglage, de mise au point, on voit combien ça fonctionne. Et aujourd'hui, je sais que les CVS, ils en sont questionnés à s'organiser pour se rencontrer entre les CVS d'établissements différents. Donc on voit bien à travers cet exemple d'autoreprésentation que c'est aussi générateur d'action, que c'est générateur certainement de confiance en soi, et qu'on ne peut plus passer cela sous silence.
Et puis, bien sûr, respecter et soutenir les choix de vie. Eh bien oui, la personne, elle va exprimer ses choix de vie. Mais comment va-t-elle le faire? À qui? Quand? Comment? Ça, ce sont les papes, mais c'est aussi ce que nous entendons chaque jour, ce que nous captons, ce que nous avons envie de soutenir comme démarche. Mais les choix de vie, ils ne sont pas forcément ceux que les parents attendent, pour parler des parents. Une enquête qui a été menée il y a quelques mois, ou même plus que quelques mois, on s'en passe vite, une enquête a été menée auprès des personnes accompagnées, et la même enquête a été menée auprès des familles. Et notamment, on demandait aux personnes où est-ce qu'elles voulaient vivre. Et lors du dépouillement des réponses, et dans les statistiques qui ont été faites après cela, on s'aperçoit qu'il y a un sacré décalage entre ce que les personnes ont envie pour elles et ce que les parents projettent pour elles. C'est assez intéressant. Évidemment, il faut qu'on puisse rebondir de cela et qu'on avance avec cela. Parce que les parents, évidemment, ils agissent dans le souci de protéger la personne. Ils ont peur pour elle. Et c'est quelque chose de délicat pour les parents que d'accepter de lâcher le fil, on va dire le cordon. Et l'autodétermination, elle doit nous amener vers cela. L'autodétermination, en fait, elle va permettre aux uns et aux autres de pouvoir prendre une décision éclairée. Et là, vous avez un rôle important à jouer. Parce que c'est à vous d'aider la personne, non pas à décider, mais de l'armer, de lui donner les moyens de pouvoir prendre une décision éclairée. Il ne s'agit pas de dire à la personne, t'es pour, t'es contre, t'as envie, t'as pas envie. Comment la personne va-t-elle pouvoir cheminer pour prendre une décision en pesant le pour, le contre, en étant capable éventuellement de différer la mise en action de sa décision? Voilà les questions essentielles. Et c'est comme ça que se construire l'autodétermination. Alors ça, faire des choix, ça s'apprend, c'est jamais trop tard. Nous-mêmes, on doit tirer expérience de de la vie, je le disais tout à l'heure, mais ça ne nous est pas réservé. Alors, on nous rétorque toujours, ah oui, mais attention, il y a des risques. Ah oui, il y a des risques. Mais oui, il y a des risques à laisser les gens décider pour eux. Il y a des risques à les laisser se fourvoyer sur un mauvais chemin. Est-ce que c'est un risque vital? Est-ce que c'est un risque dont les uns et les autres vont se remettre? Gageons que oui. Et puis, est-ce que parfois nous n'avons pas tendance à exagérer ces risques? En fait, les risques, on peut en distinguer de trois sortes. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé long sur les risques, mais entre le risque réel, le risque perçu et puis le risque acceptable, voilà, il faut arriver à se situer, et puis on a accepté le risque acceptable. Et ça relève bien de l'autodétermination. Comment j'évalue les risques? À quel moment je me sens prêt à prendre le risque? À quel moment, moi, professionnel, je suis prêt à accompagner la personne dans sa prise de risque? Je laisse les points d'interrogation posés. Dans la mobilisation des moyens, donc, on parlait des parcours sans rupture. Je l'ai déjà abordé tout à l'heure. Je vous ai parlé de la fluidité des parcours de vie. Je n'y reviendrai pas. Mais la fluidité des parcours de vie, ce ne sont pas forcément des changements brutaux. On peut avoir des phases de transition qui sont assurées, qui sont anticipées. On ne va pas attendre le dernier moment pour savoir si demain je dois vivre dans une autre ville, si je dois faire appel à des nouveaux services, si je veux au contraire quitter mon logement dans lequel je ne me sens plus très bien et où j'ai envie de revenir vers quelque chose avec un environnement humain un peu plus étoffé. C'est ça les parcours de vie. Alors essayons de les anticiper, mais là encore, nous aurons besoin des services du département pour accompagner les uns et les autres dans ces changements anticipés, dans ces transitions assurées. On les prépare. Et vous êtes nombreux, on l'a bien entendu dans les réunions que nous avions menées là, à Saint-Lô et à Coutances. Les départs en retraite sont souvent des barrières pénibles, terribles, je dirais même, pour les personnes concernées, pour vous-même aussi, parce que c'est toujours difficile de voir une personne qui vit dans ce même foyer d'hébergement ou cette structure depuis tant d'années
et qui du jour au lendemain doit la quitter parce que, évidemment, elle arrête de travailler et que le coup prétend, mais il faut partir. Voilà. Ça, c'est l'exemple de transition qui est difficile aujourd'hui à anticiper. Pourtant, on la connaît, la date. Mais l'organisation est faite de telle manière, elle ne dépend pas de vous, elle ne dépend pas de nous. Hein, c'est bien l'organisation du territoire qui est ainsi. Mais voilà le genre de transition que nous aimerions anticiper. Et pas uniquement en interne, mais bien avec le soutien des services extérieurs concernés. Alors, une conduite des papes cohérente. Alors, ça ne veut pas dire que les papes aujourd'hui ne sont pas conduits de manière cohérente. Ça veut simplement dire, et je reprends l'exemple de la personne qui travaille en ESAP et qui vit dans un centre d'hébergement, un foyer ou un appartement supervisé, il y a de fortes chances que cette personne cumule les papes et qu'elle bénéficie de 2 papes. Quelle chance, me direz-vous? Peut-être qu'un seul pape pourrait suffire. Et peut-être que les professionnels pourraient là se coordonner, se rencontrer, échanger avec la personne et ne plus avoir qu'un seul pape, avec bien sûr des parties qui sont réservées plus au travail, plus à la vie, mais voilà ce que, de notre point de vue, doit être un pape cohérent. Le dispositif plutôt que l'établissement. Alors, il faut que nous arrivions à sortir de cette fatalité. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes porteur d'une déficience, il y a de fortes chances que vous soyez orienté vers un lieu, vers un local, vers un internat, et c'est en fonction, bien sûr, de ce lieu où vous vivez que vous recevrez un type d'accompagnement. Si vous avez besoin d'autre chose, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que de l'obtenir. A contrario, si les instances d'orientation considèrent que vous avez tel ou tel profil, elles vont vous orienter systématiquement vers tel type d'établissement. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie dont chacun rêve pour soi? Je suis blanc, donc je vais vivre à tel endroit. J'ai plus de cheveux, donc je vais vivre loin de chez les coiffeurs, et puis je n'en verrai jamais, et ma place c'est là et pas ailleurs. Ben ouais, mais si j'ai plus de cheveux et que j'ai envie de vivre quand même avec des cheveux des gens qui ont les cheveux longs, de quel droit vous me l'interdisez? Alors, évidemment, mon exemple est un peu tiré par les cheveux, si j'ose dire. Et là, vous comprendrez que ça devient grave, mais non, ça il ne faut plus. La personne a le droit de vivre là où elle a envie, le temps qu'elle veut, et ce dont elle a besoin, ce n'est plus à elle d'aller le chercher, c'est à nous, c'est à la société, c'est au service de l'État de créer les conditions pour qu'elle les trouve là où elle vit. Et c'est ça le dispositif. Ça ne veut pas dire que les établissements vont fermer. Je sais que ça fait peur, ça. Et souvent on entend parler de cela. Non. Mais il nous faut répondre différemment aux besoins des uns et des autres. Et tout ça ne doit plus être subordonné uniquement à un nombre de places disponibles ou pas disponibles. Parce qu'évidemment, les parents le savent bien, la première chose qu'ils recherchent, c'est une place disponible dans un service, dans un établissement. Vraiment, nous souhaitons tous sortir de cette fatalité-là, ce qui n'est plus acceptable. Ça nous obligera à créer des espaces d'innovation, d'en expérimenter dans des cadres légaux, mais à nous, et là c'est le militantisme de l'association qui doit prendre le pas, à nous de persuader les financeurs que c'est nécessaire. Les moyens, c'est un habitat modulable. Je l'ai déjà évoqué, je ne vais pas y revenir trop en détail, mais la personne exerce un libre choix pour son logement. L'association, elle, va développer des modèles d'habitat variés, des solutions co-construites avec les uns et les autres. En fait, il nous faut ouvrir un large éventail dans lequel nous puiserons ce qui est nécessaire pour la personne, et la personne viendra elle-même y chercher ce dont elle a besoin. Les nouvelles technologies apprivoisées. Ben oui, je disais que nous étions dans un monde en perpétuelle évolution. Est-ce que la personne accompagnée doit rester à l'écart de cela? Non, et vous ne le faites pas. Et je voudrais simplement citer un exemple, là, avec ces 6 personnes qui, il y a quelques semaines, ont eu la joie de savoir qu'elles étaient reçues à un examen de l'éducation nationale, qui est le brevet, le B2I, adulte, le brevet informatique
Internet. Là, voilà un bel exemple. Et ça, c'est bien grâce à vous qu'ils ont pu accéder à cette formation et obtenir ce diplôme de l'Éducation nationale. Il a fallu aller chercher des financements, il a fallu trouver des formations, et ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en vase clos au sein d'un service de l'APUI, c'est bien quelque chose qui a pu se développer à l'extérieur et dans quelque chose de transversal. Voilà ce que c'est que d'apprivoiser les nouvelles technologies. Donc c'est à notre portée. Il nous faut identifier toutes les ressources du territoire, et oui, elles sont nombreuses. Mais comme nous avons tendance à rester un peu sur son quant à soi, un peu casanier, je ne vais pas trop voir ce qui se passe chez les autres, ben non, là aussi, nous tous, nous devons bien savoir qui existe, qui travaille, qui fait quoi sur la région, parce que nous n'avons peut-être pas non plus intérêt à tous développer la même chose, parce que peut-être que nous pouvons être complémentaires. Ça aussi, c'est du travail qui nous attend. Oui, ben les réponses non féodées au lieu de vie, une vie sans déracinement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans la fluidité des parcours. La mobilisation des moyens avec soutenir la citoyenneté, bon, on en a déjà largement parlé, et je vais juste mentionner, là, oui, les établissements s'ouvrent davantage, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est non à l'enfermement, mais l'APUI a déjà largement ouvert ses services et continuera de le faire, ça nous n'en doutons pas. Les productions et les activités sociales sont valorisées, c'est ce qui se passe déjà en partie dans les ESAT, à Manche Petit Service, et dans les IME et dans tous les services. Mais là aussi, ça nous oblige à rechercher des partenaires. Mais des partenaires, il y a des partenaires économiques, mais il y a des partenaires dans le domaine culturel, sportif. L'ASC nous le démontre. Et au fil des années, ce service de l'action sportive et culturelle a réussi à nouer du partenariat avec 80 structures différentes sur tout le territoire. L'accès à la vie dans la cité est promu, c'est ce que nous disions tout à l'heure, et la vie associative de l'APUI Centre-Manche s'ouvre à la personne accompagnée. Eh bien, c'est une étape supplémentaire qu'il nous faudra franchir. Là aussi, c'est quelque chose que Mme Fouchard, présidente, défend ardemment. Je vous parlais de l'autoreprésentation tout à l'heure, de l'autodétermination, mais sachez qu'à terme, nous souhaiterions pouvoir associer davantage les personnes accompagnées dans le fonctionnement du conseil d'administration, parce que ça aussi, ça nous semble quelque chose d'essentiel pour l'avenir des uns et des autres. Alors, pour cela, il nous faut agir sur notre organisation, à destination des familles, tout d'abord. Elles ont besoin de considération, de respect. Il nous faut mieux développer des réseaux, échanger avec les autres associations du territoire, mais aussi tous les dispositifs de santé, diffuser des informations, bien se faire reconnaître sur le territoire. Il faut que nous soyons connus sur ce territoire. Il nous faut accompagner les parents aussi. Et vous aurez votre part dans cela, parce que les parents, comme vous, sont confrontés à des changements qui vont être difficiles. Et je pense qu'ils seront encore plus difficiles pour les parents que pour vous. Et les parents auront besoin aussi, vous, de votre soutien pour comprendre les enjeux pour leurs proches. Et la soutenance parentale est quelque chose qui sera indispensable. Et puis, un point extrêmement important, et qui vous concerne au premier chef, c'est la mobilisation de moyens à destination des professionnels, des salariés de l'association. Vous êtes là ce soir, et on vous en remercie, mais il fallait absolument consolider la structuration de la gouvernance. Madame Fouchard l'a expliqué en quoi ça a été fait, c'est engagé. Les délégations ont été revues, permettant donc à la déléguée, à notre directrice générale d'avoir une délégation claire, assez étendue pour qu'elle puisse agir correctement et avec détermination. Et de la même façon, ces subdélégations sont les mêmes. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Dit comme ça a l'air de rien. Je vous assure qu'au sein de l'APUI, au niveau de l'APUI, c'est quand même un changement profond et nous nous en réjouissons parce qu'il était essentiel. Bien sûr, c'est aussi développer les outils. Alors les outils de prospective, les fameux CEPOM, ces contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec l'ARS, avec le conseil départemental. Là aussi, vous avez eu des informations. On en voit le terme et nous avons hâte maintenant de pouvoir les mettre en œuvre. Rendre
plus efficace la communication interne et externe, ce sont des documents harmonisés. Voilà, ce sont les mêmes schémas qui vont définir les documents au sein de la PUI, d'un service à l'autre. Il nous faut définir des protocoles généraux, que ce soit pour le soin, la santé. Il y aura certainement besoin de redécouvrir les services existants et de pouvoir mieux vous rencontrer. Quelque chose de plus transversal, une vie qui s'enrichit des services de l'association. Mais ces fameux CEPOM, ils s'inscrivent bien dans une logique d'ouverture sur un territoire. L'idée, c'est bien de décloisonner nos structures. Donc vous êtes désormais investi d'un rôle de médiateur pour solliciter la société afin qu'elle s'adapte. Parce que là aussi, nous avons notre bâton de pèlerin à prendre, mais vous l'avez à prendre aussi. Nous voulons nous assurer d'être un employeur respectueux des professionnels. Je pense que c'est déjà le cas, mais Madame Fouchard l'a dit, il y a des marges de progression en toutes choses, et là encore, nous voulons combler cette marge de protection, d'amélioration, mieux vous accompagner dans les changements, ils sont nombreux à venir, donc ça passera par de la formation, bien sûr. Il faut promouvoir ces formations pour connaître, appliquer les recommandations de bonne pratique professionnelle, les outils de communication, le facile à lire et à comprendre. Oui, il faut pouvoir rédiger, mais c'est aussi la langue des signes et d'autres techniques. Il nous faudra nous ouvrir à des coopérations avec les acteurs associatifs du territoire pour mutualiser parfois les acteurs institutionnels, conventionnés, les acteurs privés de santé pour développer le réseau. Et là, ça fait écho à tout ce que nous évoquions en début de rencontre. Et puis avec les entreprises, parce qu'on a besoin de développer une synergie avec les entreprises. L'économie sociale et solidaire, c'est plus qu'un vœu, on y marque notre attachement, mais il y a déjà l'exemple d'une convention qui a été signée avec le garage solidaire de Saint-Lô, qui va pouvoir reprendre nos véhicules lorsqu'ils sont amortis et que nous devons nous en séparer. Ça leur permet de récupérer du matériel sur lequel ils vont pouvoir travailler, remettre en état, mais aussi former des personnes. Peut-être que ça peut devenir aussi des terrains de stage pour d'autres personnes. La démarche environnementale, ah oui, c'est à la mode, tout le monde en parle, on en fait, mais à la RPI, on aimerait que ce soit un peu plus. Et là, déjà, c'est quelque chose d'inscrit dans les faits, dans la réalité, parce que si nous prenons l'exemple de la cuisine, on sait que les produits pour confectionner les repas s'inscrivent bien dans cette idée de ce concept de démarche environnementale. La rénovation des bâtiments, les constructions nouvelles, évidemment, vont relever de tout ça. Le mécénat, oui, le mécénat, c'est celui qui va bien vouloir nous donner de l'argent pour rien, juste pour se faire plaisir. Et ça existe. Oui, ça existe, c'est même encadré par la loi. Encore faut-il se faire connaître, aller taper aux portes et donner envie aux mécènes d'être mécènes pour la PEI et pour ses objectifs. Et puis la Manche, c'est vraiment le bassin de vie de la PEI. Il faut qu'on s'y rende certainement d'une manière plus ferme, plus volontaire, plus déterminée, mieux identifiée. Alors, il y a des redites dans tout ce que vous avez entendu. Vous devrez bien nous en excuser, mais c'est volontaire parce que s'il y a une redite sur un certain nombre de concepts, c'est parce que nous voulons vraiment les conserver, les défendre, et c'est notre étendard.